Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire des conférences mémorables. Je me présente, Noa Bengayed, je suis directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir d'animer, de modérer le webinaire d'aujourd'hui qui justement est rendu possible grâce au partenariat avec le Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV. Alors, on va tout d'abord commencer par quelques petites questions techniques, logistiques. Donc, vous avez tous été mis en sourdine dès votre entrée dans le webinaire. N'hésitez pas à soit lever la main ou poser votre question s'il s'agit d'un problème technique dans la boîte de dialogue. Et par la suite, on aura une période d'échange avec notre conférencier. Donc, à poser vos questions dans la boîte dédiée aux questions-réponses et on prendra donc le temps de les poser à la fin de la présentation. Notre conférencier aujourd'hui va aborder le thème des leçons d'une implantation réussie, à savoir celle de l'initiative Opus AP qu'il aura donc l'occasion de nous présenter. Il prendra plus ou moins 50 minutes avec donc une période de questions-réponses à la fin. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter notre conférencier. Bonjour, docteur Yves Couturier. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Docteur Couturier a obtenu son doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal avant de débuter sa carrière en 2010 comme professeur titulaire à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et depuis 2014 comme professeur associé à l'Université McGill. Dr Couturier s'intéresse principalement à la coordination et à l'intégration des services, la collaboration interprofessionnelle, l'analyse des pratiques professionnelles, ainsi que l'organisation des services et des soins primaires de santé auprès des personnes aînées en perte d'autonomie. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter une initiative qui date maintenant depuis un certain nombre d'années et pour lequel son implantation a été réussie. Alors, la parole est à vous. Merci. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous. J'aurais préféré vous rencontrer de visu. En tout cas, à distance comme ça, c'est bien aussi. Je commence par ajouter un peu à la présentation qui vient d'être faite. Alors, vous avez déjà compris probablement que je ne suis pas un spécialiste des antipsychotiques, de l'usage optimal des médicaments, ni même des troubles neurocognitifs majeurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment-là, s'il n'y a pas grand-chose à nous dire là-dessus? C'est que je travaille tout de même depuis quelques années sur plusieurs innovations dans le contexte clinique des troubles neurocognitifs majeurs, dont Opus AP, dont le plan Alzheimer Québec, dont je suis l'implantation depuis quelques années, avec l'équipe Rosa à McGill. Donc, je ne vais pas vous faire une conférence savante sur l'usage optimal des médicaments, sur Opus AP, sur les troubles neurocognitifs majeurs, mais je vais focaliser, comme le titre l'indique, sur qu'est-ce qu'on peut apprendre en termes de stratégie d'implantation d'une initiative positive. Tout à l'heure, je vais mettre un peu de nuance sur le réussi, là, donc une initiative positive comme Opus AP, de façon à la transférer vers d'autres contextes. Donc, ma communication, elle est vraiment focalisée sur la question des conditions d'implantation réussie de telles initiatives pour des clientèles qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, tout de même, j'ai joué un rôle modeste, mais tout de même, je vais faire l'effort de vous présenter un peu Opus AP. D'abord, en termes de principe, c'est quoi? Alors, c'est une approche intégrée qui a plusieurs dimensions que je vais présenter tout à l'heure, qui, dans le fond, s'appuie sur trois principes importants. Les approches pharmacologiques sont trop souvent utilisées de manière inadéquate pour agir sur les manifestations comportementales des troubles neurocognitifs majeurs, sur les CPD, comme on dit au Québec. Or, il y a des alternatives qui fonctionnent. J'évoque plus loin que les approches de base et non pharmacologiques peuvent résoudre l'essentiel lorsqu'ils sont bien appliqués, peuvent résoudre l'essentiel de ces CPD-là, en autant qu'il y ait un effort concerté dans l'équipe de soins de longue durée d'un établissement comme un CHSLD. Donc, il faudrait prioriser ces approches-là,
non pharmacologiques et de base pour utiliser des médicaments qu'en cas où ça ne fonctionne pas, et donc pour un petit nombre d'acteurs, pour un petit nombre de situations cliniques. Alors concrètement, l'approche ou l'initiative Opus AP s'appuie sur un certain nombre de composantes importantes. Il faut évidemment, il y a des lignes directrices à appliquer en termes d'usage optimal des médicaments. Il y a un travail d'analyse clinique, si on peut dire, qui implique les pharmaciens, les médecins, etc., pour réviser les listes de médicaments. Parce que l'idée, ce n'est pas évidemment de retirer des médicaments à tout le monde, hein, c'est de savoir qui a besoin de ces médicaments-là et pour quelles conditions. Tout cela doit se faire dans une perspective où les soins sont centrés sur la personne et ses proches, bien entendu. Et pour faire ça, il faut mobiliser l'ensemble des professionnels et la famille pour faire en sorte que l'action soit efficace en matière et d'usage optimal de médicaments, qui parfois peut prendre la forme donc de déprescription ou alors d'action, d'intervention de type non pharmaco et d'approche de base. J'ai sauté à Essian le volet recueillir des données et en faire le suivi. En fait, c'est là que la recherche et le clinique s'articulent. L'approche Opus AP, on va le voir tout au long de la présentation, a mis beaucoup d'efforts pour documenter les effets des actions d'Opus AP. Et cela a eu beaucoup d'effets sur la mobilisation des professionnels et sur la conviction des décideurs, des gestionnaires, des familles, des professionnels à l'égard de la valeur de ce travail-là, porté par Opus AP. Alors, je commence à quitter un peu la présentation générale d'Opus AP. Il y a plein d'informations disponibles sur Internet, hein, donc n'hésitez pas à les creuser davantage pour entrer dans la focale conduite du changement, gestion du changement, etc. Donc, Opus AP, c'est d'abord avant tout un dispositif national québécois qui relie plusieurs acteurs dans une gouvernance partenariale qui inclut des décisionnaires comme des représentants du ministère, des établissements comme porteurs opérationnels de la mise en œuvre de l'approche Opus AP, de la démarche Opus AP, la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé, il y a un S de trop, je crois, qui a maintenant pour nom Excellence en Santé Canada, qui a apporté beaucoup d'expertise parce qu'il y avait des initiatives, des démarches similaires ailleurs au Canada. Donc, un transfert de connaissances et de compétences à cet égard. Elle a apporté aussi un soutien financier, bon, toutes sortes d'apports très importants. Il y avait autour de la table de la gouvernance partenariale toutes sortes de détenteurs d'expertise. Alors moi, c'est comme ça que je suis arrivé à Opus AP autour de la capacité d'évaluer l'implantation, le processus d'implantation d'une telle démarche. Mais il y avait toutes sortes d'expertises, cliniques, médicales, pharmaco, etc. Et des chercheurs, on va le voir tout au long de la présentation, qui étaient au service de la démarche. Ce pas des chercheurs qui démontrent que leur bonne idée fonctionne. C'est d'abord avant tout une gouvernance partenariale que je viens d'évoquer, dans laquelle il y avait des chercheurs qui collaboraient pour éclairer la décision. Tout cela était opérationnalisé par une chargée de projet de niveau québécois qui assurait la continuité des actions, qui coordonnait qui fait quoi à quel moment, qui soutenait les gens un peu partout au Québec, des formateurs et l'équipe de chercheurs que je viens d'évoquer. Ce dispositif-là est déjà une condition fondamentale des succès que Opus AP a rencontrés. Il y a déjà plusieurs ingrédients explicitement ou implicitement qui sont présents dans cette diapo-là et on va les détailler tout au long de la présentation. Donc, à ce dispositif québécois-là, national-là, il y avait des équipes locales dans les CHSLD avec une série d'acteurs qui regroupaient tout à la fois des personnes en responsabilité qui peuvent agir sur
des conditions structurelles parfois qui peuvent entraver ou soutenir la mise en œuvre de l'innovation. Des chargés de projet qui avaient une mission opérationnelle de faire que l'innovation advienne, des formateurs, des chefs d'équipe qui étaient engagés. On va voir tout à l'heure que cela avait une importance cruciale, c'est ce lien clinique-là entre la décision et l'action clinique sur les étages. Des champions cliniques engagés dans les milieux, des gens qui croyaient fortement aux approches en pharmaco, à l'approche de base et à l'usage optimal des médicaments. Des représentants des résidents, leurs proches le plus souvent, des personnes dédiées à la collecte de données. Et vous allez voir, c'est un ingrédient clé pour que la preuve des faits s'établisse. Et la preuve au sens d'abord clinique, hein, bien entendu, il y a une preuve scientifique qui s'est faite. Je vais l'évoquer dans la diapo suivante, mais c'est d'abord une preuve clinique. On voit qu'il y a des effets positifs et qu'il n'y a pas d'effets secondaires négatifs par le fait de réduire ou de cesser des antipsychotiques pour les SCPD. Et une équipe de mesure, donc des gens qui avaient des compétences pour pouvoir agréger, interpréter, utiliser les données collectées au fil des jours par les équipes de collecte de données. Alors, le déploiement de l'initiative s'est fait en 3 phases. Une phase expérimentale pour laquelle il y a eu un effort de recherche très important, je vais l'évoquer plus tard. Une deuxième phase d'expansion à 135 CHSLD en appui, dans le fond, sur les bons coups qui ont été faits en mode expérimental dans la phase 1. Et une phase 3 qui était évidemment impactée beaucoup par la COVID-19. Je ne sais pas sans vous c'est une évidence qu'il y a eu cette difficulté-là. Je pense que tout cela, la phase 3, s'enclenche ces jours-ci. Je crois même qu'il y a des formations qui commencent cette semaine pour relancer tout ça. Là, à la fin de la présentation, je vais faire un petit mot sur l'effet de la COVID sur les acquis des phases 1 et 2. Pendant ces phases-là, même un peu préparatoires à la phase 2, certainement, il y a eu des outils cliniques qui ont été développés. Il y a eu des formations de fait. Il y a des webinaires qui ont été donnés à un très, très grand nombre. Je crois comprendre que pour la phase 3, il y a plus de 600 personnes inscrites à la prochaine formation. Donc, vous voyez, il y a un intérêt et un engouement. Il y a un bureau virtuel, une plateforme, dans le fond, d'apprentissage en ligne dans laquelle on peut trouver les informations disponibles, etc. Les outils, des informations, des formations, bref, tout ce qu'il faut avoir accès pour renforcer sa compétence dans la perspective donc promue par Opus Santé. Il y avait un travail important de rétroaction auprès surtout en phase 1, évidemment phase 2, de rétroaction de la part des différents chargés de projet à la lumière des données collectées, analysées. Il y avait toutes sortes de stratégies de soutien par les pairs, des outils cliniques, je l'ai évoqué tout à l'heure, et une composante qui m'apparaît essentielle, qui plus qu'une composante opérationnelle, c'est une composante, à mon avis, qui avait aussi un effet de soutien au changement de pratique, ce qu'on appelle des caucus. Donc, les caucus, c'était des rencontres cliniques courtes, structurées autour d'un ou deux ou trois résidents et pour lesquels on évaluait la pertinence de modifier la médication et au moment duquel les gens discutaient de l'expérience, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionnait ou pas, est-ce qu'il y a des effets involontaires ou pas. Donc, la valeur en termes de conduite du changement du caucus, c'est qu'il permet au jour le jour de rappeler, de consolider, d'enraciner les principes promus par l'innovation. J'imagine bien que parmi vous, là, autour de la table virtuelle, il y a plein de gens qui ont
participé à de nombreuses innovations porteuses et qui les ont vues se désagréger avec le temps quand l'équipe de recherche s'est retirée ou quand l'équipe de suivi s'est retirée. Donc, une des valeurs fondamentales du caucus, c'est qu'il permet de faire vivre les principes au quotidien. Tout à l'heure, je vais l'évoquer avec plus de détails. Un des risques qui est devant nous en termes d'enracinement, de pérennisation du changement, c'est que la dimension des prescriptions occulte tout le reste des valeurs, des principes promus par Opus AP et que, dans le fond, ça devienne qu'un travail isolé sur la base de dossiers, papiers, etc. Auquel cas, ce qui risque d'arriver, c'est que par la petite porte du quotidien, eh bien, il y aura des usages inadéquats des médicaments qui vont réapparaître. Donc, le caucus, c'est une condition très, très, très importante de maintien sur le long terme des objets de formation qui ont été transférés par les webinaires ou par les outils. Il y a eu des travaux importants en recherche. Benoît Cossette, qui était un grand leader dans notre équipe pour la dimension documentation de la performance clinique d'Opus AP. Donc, vous pouvez aisément trouver les articles en question. Il y en a d'autres qui ont été publiés, mais ces deux-là sont importants pour bien comprendre les effets. Comme je ne suis pas Benoît Cossette, je ne vais pas faire beaucoup de détails sur les résultats quanti. Simplement vous montrer à l'écran qu'il y a quand même une proportion importante de personnes résidentes qui ont exposé au travail de déprescription. Ça s'est passé avec succès pour la majorité d'entre eux, la vaste majorité d'entre eux, sans qu'il y ait d'effets cliniques importants, de contre-effets ou d'effets secondaires indésirables par le retrait ou la cessation complète ou partielle donc des antipsychotiques. Par ailleurs, et ça c'est le volet qualitatif que je portais qui a montré ça, c'est que les parties prenantes, les cliniciens, les préposés aux bénéficiaires, les gestionnaires, etc., ont observé des résidents beaucoup plus actifs une fois l'antipsychotique retiré, plus éveillés, avec plus de contacts, avec des familles qui retrouvaient un père, une mère, un conjoint davantage éveillé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et beaucoup de satisfaction de la part des diverses parties prenantes. Les gens étaient fiers de participer au Opus AP, ce qui n'est pas rien. C'est un effet important, c'est une condition favorable au maintien des effets poussés en mode expérimental. Alors, tout cela est positif. Donc, Opus AP a montré avec rigueur, c'est des travaux de haute qualité, que ça fonctionne. On a montré comment implanter tout ça. On a montré que c'est cliniquement performant. Maintenant, se pose la question de la pérennisation. Et je vais focaliser là-dessus. Et je vous ai mis cette belle phrase de Francis Blanche, un humoriste, un ancien humoriste français, un chanteur français. Mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Je vous laisse réfléchir à ça. Bref, maintenant, j'entre directement sur le territoire qui m'intéresse et qui est l'objet du titre de cette communication. Pour faire ça, je vais d'abord vous faire un rappel important. Vous savez que la très grande majorité des innovations, y compris celles montrées efficaces en mode expérimental, eh bien, ont une demi-vie, là, vous savez, une perte d'efficacité, une perte d'enracinement assez rapide. Ce constat-là est encore plus grand dans le contexte des soins de longue durée, pour lesquels les trois quarts, d'après cet auteur-là, les trois quarts des innovations se dessoufflent, dans le fond, après des efforts importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les CHSLD, les organisations de soins de longue durée, sont des organisations qui requièrent, c'est important, c'est nécessaire, qui requièrent une volonté, une stratégie de soutien au changement plus intense que dans d'autres organisations.
Il y a même des auteurs, je ne les ai pas mis à l'écran, là, qui parlent d'organisations en faillite permanente. Alors, ça ne veut pas dire que les gens travaillent mal. Ça veut dire que le changement est beaucoup plus difficile à accomplir dans ces contextes-là, pour des raisons qu'on pourrait discuter si vous le souhaitez, mais notamment le fait que ce sont des organisations fondées sur un modèle industriel, hein, c'est des grandes organisations, des intrants, des extrants, etc., des acteurs interchangeables, ce qui pose éventuellement des enjeux euh, de qualité, de désengagement des acteurs, etc. Donc, ce n'est pas les personnes qui travaillent mal, mais c'est des organisations qui requièrent plus d'efforts. Donc, on a fait des travaux qualitatifs. Je vais contourner la question des méthodes. Là. Je vais surtout centrer sur les résultats qui se sont intéressés. Donc, dans le cadre de la démarche Opus AP, quelles sont les conditions favorables nécessaires à la pérennisation? Alors, la pérennisation, ce n'est pas qu'après. Hein. La pérennisation, ça naît au début du processus d'innovation et ça se déploie ou pas si les conditions sont là ou pas. Donc, à gauche, donc c'est le modèle de Lennox. À gauche, c'est une traduction que j'ai faite moi-même, comme un grand garçon, des caractéristiques essentielles du modèle. Et à droite, je vous ai mis quelques remarques sur ce qui fait qu'on peut penser qu'il y ait des conditions favorables à la pérennisation dans le contexte d'Opus AP. Alors, je tiens à souligner que ce sont des remarques qui valent, c'est un regard pré-pandémique, alors il se pourrait très bien que la pandémie ait avalé un certain nombre de ces conditions-là. Donc, ça prend un engagement dans un processus de qualité. On le voit bien que la stratégie de soutien au changement a été ambitieuse, intégrée à tous les niveaux, à multidimensionnel, du niveau national, québécois, jusqu'au niveau local par unité de travail en CHSLD. Donc, ça, c'est une condition favorable et qui a maintenu en phase 1 et 2 et qui se prépare à jouer un rôle important pour la phase 3. Deuxième caractéristique, l'engagement des acteurs concernés. Dans le cas d'Opus AP, on peut dire qu'il y avait un sentiment d'engagement très fort, surtout dans une perspective de projet pilote. Alors, vous savez, les CHSLD sont des organisations très sollicitées depuis quelques années, avec une volonté publique, politique, d'augmenter la qualité. Donc, les gens étaient très, très volontaires à participer, mais à participer pour quelques années, alors, pour le temps de l'implantation. Ce que cela veut dire, c'est qu'il va falloir bâtir les conditions d'un engagement durable. Donner un coup 3 mois, 6 mois, 9 mois, c'est une chose. Incorporer profondément en soi, dans ses pratiques quotidiennes, les recommandations promues par Opus AP, c'est un autre défi. L'engagement est aussi fort parce que chacun a vu au fur et à mesure, à tous les 3 mois en phase 1, notamment, les résultats. Ils les ont vus cliniquement. Monsieur ou madame s'éveille et ils les ont vus aussi scientifiquement. Le volet quanti de l'étude qui accompagnait donc la démarche a fait des retours réguliers, fréquents, avec une qualité de mesure importante, ce qui était rassurant. Alors, quand le clinicien principal, tant le PAB, le préposé aux bénéficiaires, que le médecin, voit qu'il y a convergence entre ce qu'il voit cliniquement et ce qu'il voit dans les résultats de recherche, eh bien, on crée une condition favorable à l'engagement, au maintien de l'engagement et on peut l'espérer à la prolongation dans le temps de son engagement. Une petite nuance, il y avait un peu de variation d'un quart de travail à l'autre. Dit autrement, certains quarts de travail de nuit, pour le dire simplement, et de fin de semaine, étaient moins bien exposés à l'information. Les relais, les acteurs dédiés à rappeler les bonnes pratiques, les champions, etc., mais ils travaillaient plutôt de 9 à 5, là, donc avec un enjeu d'articulation.
Alors, c'est important ce que je viens de dire, parce que si on veut assurer la pérennité, il faut que, que cet effort-là se déploie 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sinon, par la nuit, par les fins de semaine, les pratiques qu'on voulait réduire, les pratiques inadéquates qu'on voulait réduire peuvent reprendre le chemin. Autrement, les médicaments peuvent être represcrits là, par des petites portes. Capacité et compétences des acteurs concernés. Alors, vous avez vu qu'il y a dans le cadre d'Opus AP une volonté ambitieuse à intégrer, d'outiller, de former et de prolonger les outils de la formation dans l'espace clinique par les caucus, je l'évoquais tantôt, mais aussi par une sensibilité très forte à la collaboration interprofessionnelle. Je vais vous donner un indice plus concret de ça. Si on veut que la represcription inadéquate ne se fasse pas par la petite porte, il faut engager les préposés aux bénéficiaires aux approches de base, aux approches non pharmaco. Sinon, eh bien, des pratiques inadéquates vont générer des comportements des CPD qui peuvent être désagréables et qui pourraient réautoriser des médicaments qui, par ailleurs, ne sont pas en général pas recommandés pour cette condition-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que former, c'est bien, instrumenter, c'est bien, mais il faut agir à la base au moment où les pratiques bonnes ou moins bonnes s'incarnent, se révèlent pour que cela se poursuive. Je vais le dire encore une fois, mais autrement, je vais tenter de trouver une autre manière de le dire. Opus AP, ce n'est pas qu'une affaire de pharmacien. C'est bien entendu que le pharmacien est très important en raison de sa compétence. Mais il faut qu'il y ait le pharmacien, le médecin, l'infirmière, etc., qui contribuent de manière importante, mais tous les autres acteurs qui sont au quotidien dans la proximité des résidents ont un rôle extrêmement important à jouer, d'où la valeur des caucus. Le leadership, alors on a montré dans les diapos précédentes que c'est une priorité publique. L'État québécois a mis des sous, puis pas mal de sous pour accomplir tout ça. La Fondation canadienne a mis aussi beaucoup d'argent pour accomplir tout ça, avec un leadership fort de 3 établissements, si je me rappelle bien, qui avaient un rôle à jouer en termes de gouvernance stratégique de cette initiative-là. Ce sentiment sur le terrain que c'est une priorité est une condition favorable à l'engagement des acteurs. Travail en équipe, le caucus, je l'ai évoqué tout à l'heure, est un élément essentiel du changement de pratique, de l'expérimentation des pratiques nouvelles et de maintien des principes dans la pratique quotidienne. Ressources disponibles, alors il y avait donc des ressources nouvelles, pas abondantes, c'est jamais autant qu'on le veut, mais il y avait quand même en phase d'implantation des ressources particulières de soutien qui ont eu des effets substantiels en matière de soutien et de conditions favorables à la pérennisation. Feedback et apprentissage. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les promoteurs d'Opus AP se sont dotés d'une équipe de recherche à leur service, et pas le contraire, qui a produit des conditions fondamentales d'un feedback par la mesure, par les données de performance documentées par l'équipe de Benoît Cossette et qui étaient confirmées au quotidien par les discussions qu'avaient les cliniciens, qu'ont maintenant encore les cliniciens autour du caucus ou à la faveur du caucus. Preuve de bénéfice, je l'ai évoqué précédemment, c'est la mesure qui fait ça. Un processus robuste et adaptable. Alors, le robuste, c'est quoi? Eh bien, c'est les bonnes pratiques canadiennes qui ont été transférées, expérimentées ailleurs et transférées ici, mais surtout adaptées au contexte québécois. Et je dirais qu'il y a 2 niveaux d'adaptation, c'est-à-dire que le contexte québécois n'est pas le même dans le reste du Canada anglais. Ça, le modèle est adapté en tenant compte des bonnes pratiques, mais surtout, la chargée de projet nationale, donc porteuse pour le Québec,
rappelait constamment que les acteurs locaux pouvaient mettre à leurs mains un certain nombre de recommandations promues par Opus AP. Donc, l'adaptation locale est aussi une condition fondamentale, tout en rappelant qu'il y a une tension logique entre il faut adapter localement, mais pas au point de contredire les principes de l'approche. Donc, les valeurs, les orientations demeurent, les moyens, les stratégies d'action sont-elles adaptées? Et on a plein de preuves d'adaptation locale, des propositions portées par la démarche. D'ailleurs, le mot démarche Opus AP inclut, exprime cette idée d'adaptabilité locale. C'est une démarche, mais c'est pas nous qui marchons, hein, c'est les gens sur le terrain qui vont faire le travail pour faire que cela advienne concrètement sur le terrain. Donc, alignement du changement et des priorités organisationnelles, tout cela était en gros aligné. Pour le dire autrement, Opus AP est arrivé à un moment où d'abord l'ambiance favorable créée par la diffusion du plan Alzheimer au Québec a créé une condition favorable. Tout le monde voulait Opus AP, tout le monde y croyait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas tout de même des résistances, mais pas des résistances attitudinales, vraiment des résistances plutôt structurelles. Par exemple, Opus AP n'a pas la capacité de changer fondamentalement l'organisation du travail. Autre exemple encore plus précis, plus simple, il y a des outils cliniques employés par exemple par les pharmaciens qu'on aurait aimé voir évoluer pour qu'ils intègrent mieux les apprentissages Opus AP, mais vous comprenez bien que changer des outils cliniques routinisés, etc., c'est un gros, gros défi. Et donc, ce n'était pas le mandat d'Opus AP. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a une ambiance de priorité, un alignement des valeurs et des principes, mais il y a quand même un plafond de verre qu'on peut rencontrer sur le plan structurel. C'est là que peut-être que les maisons des aînés apparaissent comme une condition favorable à la poursuite de ce genre d'innovation-là parce qu'elle bouge un peu structurellement un certain nombre de conditions lourdes. Soutien à l'amélioration, toute ma présentation montre que c'est un soutien qui est abondant, de qualité, ambitieux, intégré. Comme dans toutes ces innovations-là, le moment du retrait de l'équipe Opus AP va être un moment crucial. Alors, on peut espérer qu'il va rester beaucoup de choses dans les esprits des gens, mais malheureusement, la COVID a été peut-être une condition désagréable, néfaste à ce propos. Et sur les priorités publiques, j'ai évoqué précédemment qu'il y avait un alignement des priorités et avec des preuves d'alignement à travers du financement dédié au soutien et à la mise en œuvre locale. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça en termes de conditions favorables à l'implantation? Alors, les caucus comme moment fort où tous les morceaux s'incarnent dans le seul moment qui compte vraiment, qui est le moment clinique. Les caucus, c'est aussi un lieu où la souplesse, l'adaptabilité de la démarche peut se faire. Donc, élément essentiel pour une des leçons importantes apprises grâce à Opus AP. Deuxième élément, il y a un grand risque que l'étiquette des prescriptions, que la représentation des prescriptions supplante celle des approches non pharmacologiques et de l'intervention de base, ou des approches de base. Ce qui fait la puissance d'Opus AP, ce n'est pas le retrait du médicament. Le retrait du médicament, c'est la conséquence d'une transformation profonde dans la manière dont les acteurs de terrain, les professionnels, interviennent auprès des personnes qui présentent des manifestations comportementales, des troubles neurocognitifs majeurs. Et on a pu observer dans certains milieux
la résistance ou la prédominance logique de la déprescription et l'évanouissement relatif là, des approches non pharmacologiques. Concrètement, et ça peut paraître un peu contradictoire avec la précédente, mais non, ce n'est pas contradictoire. Une des conditions fondamentales du maintien à long terme de ce genre d'initiative-là, c'est une ressource pharmacienne, à la hauteur de l'intention publique. Alors, pendant l'implantation de Plus Sapin, on a vu l'État québécois se mobiliser. J'imagine qu'autour de la table virtuelle, il y a plein de gens déjà bien informés de ça. Il y a des pharmaciens qui sont arrivés, d'autres qui s'en viennent. Il y aura des efforts supplémentaires en phase 3 en cette matière. Mais même si toutes les promesses sont accomplies, il se pourrait qu'il y ait encore un écart entre le projet et l'intention et la ressource en pharmacie. Donc, c'est un enjeu fondamental. Autrement, les principes, c'est très bien, mais il faut que cela s'incarne dans des ressources professionnelles. Et dernier élément, l'importance de la mesure. Alors, nous, on l'a fait en contexte expérimental avec l'appui de ressources de recherche compétentes, l'équipe de Benoît Cossette que j'ai évoquée tout à l'heure. Il faut trouver une manière, une fois que l'équipe de recherche se retire, que les acteurs de terrain continuent à avoir du feedback en termes de mesures, d'où l'importance de lier une approche, une démarche comme Opus AP aux outils cliniques usuels dans les milieux. Alors, tant qu'à être là et compte tenu de qui vous êtes, je vais vous parler un tout petit peu, faire une très courte comparaison entre Opus AP et le plan Alzheimer. Alors, je participe aussi donc à l'évaluation de la mise en œuvre du plan Alzheimer qui vise, lui, à modifier la manière dont les gens travaillent en soins primaires, donc dans les groupes de médecine de famille. Vous allez voir, alors, la seule personne ou une des rares personnes qui est dans Opus AP et dans le plan Alzheimer, c'est moi. Il y a aussi Caroline Boudreau là, au ministère qui est sur les deux, là, mais j'étais le seul point de contact entre les deux initiatives. Ils ne sont pas nés au même moment, ce n'est pas tout à fait les mêmes leaderships, et pourtant, elles partagent un certain nombre de conditions qui, me semble-t-il, sont utiles à mettre de l'avant pour les gens qui veulent penser la suite en termes d'implantation d'autres innovations. Les deux, sans se parler, ont eu un déploiement en 3 phases. Une phase expérimentale locale, une phase d'expansion et une phase de routinisation pan-québécoise. Les deux avaient une gouvernance partenariale, c'est-à-dire que le ministère a animé des lieux de concertation où la recherche, les différents détenteurs d'intérêt, la Société Alzheimer, bien entendu, tout ce monde était autour de la table et pouvait contribuer, échanger sur les meilleures stratégies à déployer pour implanter et Opus AP et le plan Alzheimer Québec. Dans les deux cas, il y avait une stratégie ample de gestion du changement. Il y avait de la formation, mais pas que de la formation. Il y avait des textes cadres, mais pas que des textes cadres. Il y avait des outils, mais pas que des outils. Donc, vous voyez, encore aujourd'hui, dans le plan Alzheimer et dans Opus AP, il y a des chargés de projet qui soutiennent les milieux pour que leur travail s'accomplisse efficacement. Et dans les deux cas, c'est aussi, en tout cas à ma connaissance, c'est un hasard, de la recherche intégrée, une recherche développementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Une recherche qui informe la gouvernance partenariale en continu pour que les deux implantations se déploient le plus positivement possible. Alors, je vous ai fait une petite comparaison là, avec quelques petites nuances. Vous allez voir, ce n'est pas grand-chose, ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc, dans les deux cas, il y avait une problématisation forte. Ce sont des sujets importants. Alors, soins de longue durée, soins primaires, c'est parmi les grandes priorités québécoises depuis très longtemps. Un sentiment très fort
qu'il y a une valeur ajoutée à l'implantation de ces deux initiatives-là. Il y a eu des preuves d'efficacité. Je n'ai pas présenté les preuves de PlusAP, du plan Alzheimer, mais allez voir les travaux de ma collègue Isabelle Vedel qui sont très parlants. Avec une stabilité de la stratégie sur les trois phases. Il y a une évolution de la stratégie sur les trois phases, mais tout de même, elle est là. Et ce qui est très positif. Pour le plan Alzheimer, c'est un travail qui se déploie depuis 2016-2017, donc c'est quand même un engagement substantiel. Je vais aller à la diapo suivante. J'ai insisté tout à l'heure sur la gouvernance partenariale. Elle est très forte dans les deux cas. Je note un petit peu plus fort pour le plan Alzheimer, puisque c'est un comité de travail qui est quasiment permanent. Il était là avant que j'arrive en 2016-2017. Il est encore là, il connaît des développements, les outils se poursuivent, etc. Dans le cas de PlusAP, il faut souligner l'apport de la Fondation canadienne qui était majeur. Et dans les deux cas, une capacité importante d'augmenter la compétence, la capacité des acteurs de terrain. C'est une condition favorable à l'action. Donc, je vous ai mis ici à l'écran quelques éléments qui synthétisent, dans le fond, les messages clés que j'ai évoqués tout au long de la présentation. Je vais en souligner un dont je n'ai pas parlé clairement précédemment. C'est le fait que dans OpusAP, c'est la même chose d'ailleurs dans le plan Alzheimer Québec. Dans OpusAP, il a pris sa retraite dernièrement, là, mais il y avait, pendant les phases d'implantation, un leader politique très compétent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prend un acteur légitime de parler à la fois à des cliniciens et à des décisionnaires et qui comprend profondément la condition de réalisation des recherches. Pour votre information, mais vous le savez déjà, pour le plan Alzheimer, c'était... donc, pour OpusAP, c'était Jacques Ricard. Je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais on le salue et on le remercie pour son travail. Et c'est Howard Bergman pour le plan Alzheimer. Tout à l'heure, j'ai employé le terme de demi-vie. Là. On voit bien qu'on a montré des effets positifs. Il se pourrait qu'il y ait une perte dans le temps. Alors, je ne sais pas c'est quoi, dans quelle mesure ça prendrait des travaux de recherche plus sérieux là, pour montrer ça. Mais ce qui est certain, c'est que la COVID-19 a un effet important d'accélération ou de raccourcissement de la demi-vie. Là. Et ça peut être un peu inquiétant parce que malgré l'importance des efforts, la valeur des acquis, il y a peut-être des conditions défavorables. La fatigue, vous comprenez bien. Le grand mouvement personnel il va falloir former beaucoup de monde, même dans les milieux qui ont été très bien exposés à PlusAP. Il risque donc d'avoir une perte de connaissances et de compétences spécifiques. Là. Perte du statut prioritaire avec un point d'interrogation. Alors, je suis convaincu que le ministère croit encore très fort au PlusAP, mais avec tous les chantiers qu'il va y avoir dans les CHSLD dans les prochaines années, il faudra s'assurer en tout cas que ça se prolonge, cet engagement-là. Et dernier élément, il y a une relance actuelle de la phase 3 OpusAP après la pandémie, après les phases intensives de pandémie. Il va falloir bien monitorer. Il faudra faire en sorte que les pertes occasionnées par la COVID soient compensées par des efforts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas faire la phase 3 comme si de rien n'était, comme si c'était comme une suspension de 2 ans. La suspension de 2 ans doit être prise en compte sérieusement. Dernière diapo, là, vous comprenez bien que quand on parle de changement de sens d'implantation, etc., la route des Ming qui est à l'écran, vous la connaissez bien. Je ne vais pas détailler tout ça parce que c'est très connu. Je vais attirer votre attention sur deux éléments que trop de gens minorent dans ce modèle-là. C'est la pente. On travaille parce que tout ça se développe dans le temps. Et donc, après la phase 3, le travail ne sera pas accompli, ne sera pas terminé.
la pente n'a pas de fin. Il faut poursuivre de manière importante. Et deuxième élément important, c'est ce qu'on peut appeler une cale, ce qui empêche de reculer. Et donc, il faudra penser pour Opus AP les conditions de maintien des acquis après la phase de relance qui est en cours et s'assurer qu'il y ait des conditions qui calent, qui garantissent les progrès accomplis au regard des efforts importants qui ont été consentis à ces innovations-là. Voilà ce que je voulais vous présenter et je vous retourne la parole. Merci beaucoup, Dr Couturier, pour cette présentation où effectivement on a pu voir que pour que ça fonctionne sur le terrain, il faut plusieurs facteurs. Il faut que tous ces facteurs soient finalement alignés dans une vision commune et que ce n'est pas juste cette vision commune finalement qui permet d'avoir un succès dans une initiative, mais aussi il faut que le terrain embarque. Comment est-ce que vous voyez maintenant, justement, vous l'avez mentionné à la fin de votre présentation, l'impact qu'a eu la COVID et comment relancer maintenant Opus AP? Est-ce que vous posez vous-même la question, est-ce qu'on repart avec une phase 3 ou il va falloir malheureusement faire une mise à zéro d'Opus AP pour pouvoir la relancer? Les acteurs ne sont plus peut-être les mêmes, le personnel n'est plus le même, il y a une fatigue, il y a plusieurs facteurs qui font que ben, malheureusement, il y a eu durant la pandémie des pratiques qui avaient été plus ou moins mises de côté, qui sont revenues durant la pandémie pour X raisons. Ce n'est pas là le sujet de notre conversation, mais comment maintenant relancer la machine Oui. pour que ce soit pérenne? Parce qu'effectivement, durant la phase 3, l'équipe de gouvernance, l'équipe de chercheurs devra se retirer. Et puis ben, là, finalement, on reste encore sur le bateau. D'ailleurs, la fédération a pris part à Opus AP au niveau d'un des webinaires pour les familles. Puis comme vous, on fait partie d'Opus AP et du plan Alzheimer, donc on a ces deux visions-là. Alors, voilà, je vous lance cette première question-là pour entamer la discussion. Alors, personnellement, j'étais en faveur, moi, plutôt d'une remise à zéro. Mais mes collègues d'Opus AP, qui sont tous plus brillants que moi, ont fait des efforts de compréhension de l'état des troupes sur le terrain. Ils ont fait une tournée, là. Ils ont senti qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bonne volonté encore. Et il y avait encore pas mal de personnes qui conservaient les principes, qui avaient été formées, etc. Donc, probablement que la réponse à votre question, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que remise à zéro, c'est trop gros comme énoncé. Donc, j'ai rétro-pédalé sur cette idée-là. Néanmoins, on ne peut pas faire une relance comme si de rien n'était. Je pense qu'il faut faire la relance et si des décideurs me demandaient mon avis, je leur dirais la phase 3 doit être un peu plus longue, peut-être qu'initialement prévu dans le plan dessiné à l'époque. Donc, il y a encore de l'appétence pour Opus AP, il y a encore de la compétence. Plusieurs établissements ont dit à l'équipe Opus AP, on a hâte de recommencer, ce qui m'a positivement réjoui et surpris. Et donc, allons-y, mais en ne minimisant pas le coût de la fatigue et du mouvement personnel. Merci. Puis, effectivement, vous avez aussi mentionné la différence entre les différents quarts de travail. Ça, c'est une réalité qui va perdurer. Oui. Elle était là avant la pandémie, elle est là pendant la pandémie, elle sera là après la pandémie. Comment vous pensez qu'il faudra justement agir sur ce point-là? Parce que tout ce qui est acquis finalement, ou qui devient routinier, qui fait partie des pratiques durant le jour, peut potentiellement être défait durant la nuit, durant le soir. Comment est-ce que vous voyez cet enjeu en particulier? Moi, je pense que les chargés de projets locaux doivent s'attaquer à ça. C'est une priorité. C'est-à-dire que
comme je l'ai dit tantôt, pour pas que les heures défassent ce qui était acquis dans le jour. Et la clé, c'est probablement d'inventer des façons d'exposer les gens de fin de semaine et de soir et de nuit à la formation et qu'il y ait des relais, des gens dédiés à ça. Qu'il y ait aussi des caucus peut-être au moment des changements de garde. Mais en tout cas, localement, il faut se préoccuper de ça parce que quand on fait la reddition de comptes une fois par année, on peut dire j'ai des caucus, j'ai des formations de fait, j'ai ci, j'ai ça. Mais si les gens en soirée, de nuit, fin de semaine ne sont pas exposés, c'est vraiment risqué. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Là. Je pense qu'il faut en faire un objectif opérationnel. Il faut avoir un plan local qui dit, ben moi, je vais porter attention au moment de la transition des quarts de travail. Merci. Alors, une question. Est-ce que c'est prévu dans les prochaines phases d'implantation d'Opus AP que des CHSLD privés conventionnés seraient impliqués ou ça restera toujours uniquement public? Je ne saurais vous dire, je n'ai pas l'information devant moi. Ce que je comprends, c'est que tous les CHSLD vont être partie prenante de la troisième phase, mais je ne sais pas si ça inclut les conventionnés ou pas. Parfait, merci. Il y a eu le fait qu'il y ait eu justement une implantation en plusieurs phases. Euh, Est-ce que vous êtes en mesure de savoir où se trouvent les CHSLD, les 34 CHSLD qui étaient donc à la phase 1? Comment est-ce qu'ils ont évolué justement dans ce parcours-là, maintenant qu'on arrive à la phase 3? Est-ce qu'il y a eu justement un changement des pratiques, plus de recours à des approches non pharmacologiques? L'approche de base, est-ce qu'elle est bien installée dans les pratiques? Est-ce qu'il y a eu un retour vers une prescription d'antipsychotiques parce qu'il y avait eu également des effets sur les benzodiazépines, les antidépresseurs? Est-ce qu'on est en mesure de capter les efforts ou le changement qui a été implantés dans la première phase et est-ce que tous les CHSLD de la première phase ont poursuivi dans les phases supplémentaires? Alors, on n'a pas de données pour la troisième phase, évidemment, là, elle n'est pas Oui. enclenchée. Si je me rappelle bien, parce que ce n'est pas mon volet, c'est pas là où j'étais impliqué, euh, il y avait un maintien des pratiques entre la phase 1 et 2, mais il faudrait vérifier dans les écrits, il faudrait bien vérifier. Euh, puis, il se pourrait très bien que ce ne soit pas vrai, ce que je viens de dire, pour tous les cas. En fait, il y a eu des travaux récents, mais je n'ai pas les résultats, puis je ne suis pas certain qu'ils sont accomplis. On essaie de voir des trajectoires, est-ce qu'il y avait du maintien ou pas, là, mais je pense que c'est encore en cours, ça. OK, merci. Alors, comment dire, Opus AP, ça vient, on est finalement dans un microcosme des prescriptions dans une structure bien définie. Sauf que la déprescription, Ouais. malheureusement, est aussi une réalité à domicile. Comment attaquer ce problème-là? Où Alors, là, on n'a pas d'acteurs finalement identifiés, on n'a pas de structure bien définie, on n'a pas des équipes avec lesquelles on peut faire un caucus. Ça reste une relation plus ou moins individuelle, personnalisée entre le patient, la famille et puis le médecin, le pharmacien. Donc, comment adresser ce problème-là qui est aussi qui est majeur là, le fait de déprescrire en amont des CHSLD également. oui. Alors, quelques éléments de réponse, là, tout en vous rappelant que je suis un modeste travailleur social et pas un pharmacien. Alors, vous dire que d'abord, il y a plusieurs projets qui se déploient actuellement dans la communauté, parce que vous avez évidemment raison, les personnes qui sont hébergées arrivent souvent avec un paquet Un beau de bagage. prescriptions désordonnées. Et donc, Benoît Cossette, Lynn Guénette, d'autres travaillent sur il y a au moins 4 ou 5 projets là, qui travaillent là-dessus. Donc, on peut penser qu'il y aura des efforts en soins primaires en cette matière. Par ailleurs, le plan Alzheimer a quand même eu un effet positif de mieux former les médecins et les infirmières en GMF sur ces questions-là. Notamment au Québec, grâce au plan Alzheimer, les équipes SCPD se sont consolidées et une de leurs fonctions,
se sont consolidés, ce sont aussi, comment je pourrais dire, il y a plus d'équité d'une région à l'autre au Québec grâce aux travaux du plan Alzheimer. Et donc, et aussi les références dans les cliniques mémoire sont plus efficaces. Donc, tout ça pour dire, en tout cas, en principe, on est capable de mieux de contenir l'effervescence des prescriptions. Dernier point, euh, il y a une part importante je parle de sujets un peu à la limite de mes compétences, mais je crois savoir qu'il y a quand même des prescriptions qui se font en CHSLD. Autrement, il y a une aggravation de la surmédicamentation au moment de l'arrivée en CHSLD. Et donc, le fait qu'il y ait une focale de fait sur ces pratiques-là en contexte de soins de longue durée, je pense que c'est important aussi. Et tout à l'heure, c'est ce que j'évoquais. Si, si le préposé ou l'infirmière auxiliaire revendique des médicaments, pas pour elle, mais pour les usagers, pour des mauvais motifs, pour lesquels il y aurait des solutions plus adéquates à proposer, eh bien, on repart, la pompe s'amorce dans l'autre sens. Donc, j'ai j'ai l'impression que les choses se placent pour agir de manière plus fondamentale sur l'ensemble du continuum de la prescription pour que la valeur usage optimale devienne transversale. Puis peut-être une dernière question également par rapport au rôle des familles et des proches dans ce processus-là. Est-ce qu'il y a eu justement une réticence au niveau des familles que de déprescrire chez leurs proches atteints d'un trouble neurocognitif majeur? Alors, d'abord, dans le cadre de PUSAP, la famille est mise dans le coup. Donc, il n'y a pas de déprescription qui se font sans accord de la famille. À ma connaissance, il n'y a eu pas beaucoup de cas de réticence. Certains avaient des peurs. C'est des peurs qui ont fait l'objet d'une intervention, d'un accompagnement. Et à ma connaissance, ce sont des peurs qui se sont résorbées la plupart du temps. Ce qu'on a eu, par contre, et qu'on a documenté plus directement, c'est des familles qui disent Hey, je revois ma mère, qui reprend un peu de spring, là, qui se remet à sourire. Et ça, c'est quand même, on a beaucoup de témoignages de cet ordre-là. Excellent. Mais écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions justement à les poser à Dr Couturier. C'est toujours un plaisir de vous avoir et puis surtout de vous entendre dans votre vision du changement et puis de l'implantation justement de bonnes pratiques. Ça veut dire également que malgré, comme vous l'avez souligné en début de votre présentation, que les CHSLD sont des structures assez importantes pour lesquelles l'implantation du changement est très difficile, ben là, Opus AP démontre un petit peu le contraire, que c'est possible avec une structure bien adaptée pour accompagner ce changement. Alors merci à vous. Je tiens, oui, puis surtout que ce soit aussi l'œil d'un travailleur social et non pas d'un chercheur ou d'un clinicien. Alors, écoutez, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Merci à vous tous là qui avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Alors, vous allez recevoir tantôt en fait le lien vers l'enregistrement du webinaire. Puis, ben, ça sera également sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Et puis, ben, le prochain webinaire sera le 4 mai prochain et on va s'intéresser à un sujet complètement différent. Il sera présenté par Dr Maryse Soulière, qui est professeure adjointe à l'École de travail social de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. On n'a pas fait exprès de choisir justement des conférenciers avec une expertise assez similaire, mais là, Dr Soulière va aborder la thématique de la fin de vie en CHSLD en contexte de troubles neurocognitifs majeurs et on pose la question, est-ce que c'est des personnes à part entière? Alors, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, au plaisir donc de vous revoir le 2 mai prochain pour un prochain webinaire des conférences mémorables. Merci encore beaucoup, Dr Couturier, pour votre présence avec nous. Et puis, à une prochaine. Au revoir.